Bienvenue à tous. Une transition malmenée au Soudan avec l'arrestation de dirigeants civils dont le Premier ministre Abdallah Hamdok, des manifestants qui battent à nouveau le macadam. Les militaires sont de nouveau sur la sellette. Après des semaines de bataille interne entre civils et militaires au sein de l'équipe de transition, ces derniers ont dissous le gouvernement et déclaré l'état d'urgence. Le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, justifie son coup de force par le fait que, selon lui, certains dans le gouvernement s'attaquaient à l'institution qu'il dirige. Mais pour les manifestants, il a plutôt trahi le peuple qui s'était mobilisé en 2019 pour chasser Omar el-Béchir du pouvoir après 30 ans de règne. La nouvelle donne à Khartoum a suscité une levée de boucliers de la communauté internationale que le Soudan avait commencé à réintégrer. Elle réclame un retour des autorités qui avaient à charge d'organiser des élections. Alors comment expliquer l'attitude de l'armée? Quelles conséquences pour le Soudan et la région? Comment remettre la transition sur les rails? Réponse avec nos analystes. Après les États-Unis, c'est au tour de la Banque mondiale de suspendre son aide au Soudan après la dissolution du gouvernement de transition. Les manifestations contre le coup de force des militaires et les arrestations se poursuivent malgré la libération du Premier ministre Abdallah Hamdok mardi soir. Le chef de l'armée, lui, promet des élections pour juillet 2023. Faisons le point avec Dilidiko. Lundi, le général Abdel Fattah al-Burhan, à la tête des autorités de transition au Soudan, a annoncé la dissolution du gouvernement et du Conseil de souveraineté et décrété l'état d'urgence lors d'une déclaration à la télévision. Premièrement, l'état d'urgence est déclaré dans tout le pays. Deuxièmement, le pays reste attaché au contenu de la déclaration constitutionnelle de la période intérimaire de 2019 et à l'accord au Soudan du Sud qui a été signé à Djouba en octobre 2020. Troisièmement, la suspension des articles 11, 12, 15, 16, 24 alinéa 3, 71, 72 de la Constitution et nous restons engagés envers les accords internationaux signés pendant le règne du gouvernement intérimaire. L'annonce a été suivie de l'arrestation du Premier ministre Abdallah Hamdok et de plusieurs membres du gouvernement. Sous le poids de la pression internationale et celle de la rue, M. Hamdok a été libéré mardi soir mais reste sous surveillance renforcée. De leur côté, les diplomates soudanais ont condamné la prise de pouvoir illégale. Nour el-Din Sati, ambassadeur du Soudan à Washington, a déclaré à la VOA qu'il a appelé ses homologues à une action concertée face au coup. Malgré les nombreuses arrestations de manifestants et les tirs de gaz lacrymogène, les Soudanais en colère continuent de protester contre le coup d'État militaire. Ils exigent que le gouvernement civil soit restauré. La situation actuelle du Soudan est terrible, mais nous n'accepterons aucun coup d'État militaire dans ce pays. Cela suffit. 30 ans d'humiliation avec Omar el-Béchir. Nous ne voulons pas d'un autre coup d'État maintenant. Nous voulons un gouvernement civil élu. Ces gens qui se sont retournés contre le gouvernement veulent être présentés avec un sang innocent. L'humiliation que nous vivons déjà est suffisante. Ceux qui ont renversé le régime répressif brutal d'Omar el-Béchir, qui avait plus de puissance militaire que le régime de Burhan, sont tout à fait capables de faire tomber Burhan en quelques heures. Nous remercions la communauté internationale de s'être opposée à l'unanimité au coup d'État de Burhan. Lors d'une conférence de presse, Ned Price, porte-parole du chef de la diplomatie américaine, a appelé au respect des protestataires par les forces de l'ordre. Il faut s'abstenir de toute violence à l'encontre de manifestants pacifiques, y compris l'utilisation des balles réelles, et nous condamnons fermement les récents rapports de violence à l'encontre de manifestants pacifiques. Après la suspension de l'aide américaine de 700 millions de dollars au Soudan, la Banque mondiale a également suspendu son aide et l'Union européenne menace de faire de même. L'Union africaine, quant à elle, a suspendu le Soudan de ses institutions. L'ONU, à travers son secrétaire général Antonio Guterres,
a réclamé la libération de tous les membres du gouvernement et déploré la multiplication des coups d'État cette année dans le monde. Voilà, merci beaucoup Dili. Et à présent, nos invités pour le débat. Dans notre studio de Paris, Mohamed Nadji, rédacteur en chef de Sudan Tribune, et toujours dans la capitale française, mais via Skype, Roland Marshall, chercheur, spécialiste du Soudan et des conflits en Afrique. Et à Washington, Suleiman Baldo, conseiller principal à Sentry, il est expert en résolution de conflits, spécialiste du Soudan. Je reste avec vous, Suleiman. Le chef de l'armée, le général Burhan, a justifié son action par le fait que certains dans le gouvernement attaquaient l'armée, qui selon lui est une composante essentielle de la transition. Alors, l'armée a-t-elle des choses à se reprocher ? Il a se reproché le massacre de 3 juin 2019. À ce moment-là, des manifestants civils contre le régime dictatorial de Omar al-Béchir ont été massacrés devant le quartier général de l'armée, qui à l'époque il était encore sous le commande de Burhan. Et donc Burhan a peur d'être rendu, responsable de ce massacre, et c'est pourquoi il n'est pas tout à fait intéressé à avoir une autorité réellement civile, au contrôle du pays. C'est l'une des situations certaines. D'accord. Alors, Roland Marshall, le mois dernier, le général Burhan avait affirmé avoir déjoué une tentative de coup d'État orchestrée par des militaires et des civils liés à l'ancien régime. Alors, faut-il voir un lien entre les événements du 21 septembre et le coup de force du 24 octobre ? Disons, je crois qu'il y a des liens. Il y a des liens qui sont peut-être pas les plus importants, mais il y a des liens évidemment. Surtout parce que la tentative de coup d'État qui échoue relance avec une vigueur multipliée les critiques contre les militaires et, crée aussi un climat dans lequel de nombreux secteurs politiques de l'arène politique soudanaise demandent une épuration de l'armée qui n'a jamais eu lieu, puisque à l'inverse de l'appareil d'État. Donc il y a effectivement un durcissement et une polarisation du climat et même si ce n'est pas aujourd'hui que cette histoire doit être écrite, on pourra peut-être un jour, en revisitant cette période-là, se dire que les responsables politiques civils ont un peu joué avec le feu en sachant que nous approchions d'une période où il allait avoir un transfert de pouvoir de Burhan, en tous les cas de la présidence du Conseil de souveraineté de Burhan vers les civils, qu'on était aussi dans une phase de recomposition de la principale composante politique civile. Donc ce n'était pas le moment d'ajouter des problèmes aux problèmes, et c'est un peu ça quand même qui s'est passé. Alors Mohamed Nadji, l'armée était, disons, aux premières loges durant les 30 ans de règne de Béchir. Cette armée a-t-elle du mal à lâcher le morceau ? En fait, c'est vrai, comme ça a été dit par Beldou et par Marshall, c'est que l'armée, effectivement, elle devait déjà, ce qu'on n'avait pas évoqué, rendre le pouvoir aux civils, c'est-à-dire faire la rotation du pouvoir vers une présidence civile au mois de novembre. Et donc les militaires, ils voyaient qu'il y a ces deux questions de justice, comme l'a dit Baldou, et la question des réformes sécuritaires de l'armée, parce que l'armée, indépendamment de la réforme, c'est-à-dire la réunification des milices et toute autre chose dans un seul corps, il y avait aussi cette histoire d'intérêt ou d'activité commerciale dans le pays qu'il devait aussi rendre aux civils. Et ça les dérangeait beaucoup, en fait, parce que ça allait les déposséder de beaucoup de choses. Donc, c'est vrai, c'est pendant ces 30 ans-là, l'armée, il avait beaucoup d'acquis et qu'il n'est pas disposé à les rendre aux civils. Et il ne faut pas croire tout ce que Burhan raconte, ce sont juste des prétextes pour faire chapeauter le processus, mais en réalité, voilà. Alors, Suleiman, ce gouvernement qui vient d'être renversé était censé conduire le pays aux élections, qui allaient déboucher sur les premières institutions élues après Omar el-Béchir. Maintenant, le général Burhan annonce des élections pour juillet 2023. C'est pratiquement 2 ans. Ça vous paraît raisonnable ?
Alors, Burhan va présenter son coup d'État comme une mesure de correction de la transition à la démocratie. Le cadre constitutionnel pour cette transition requiert un partenariat entre les militaires et les civils. Ce que le général Burhan avait fait est de mener un coup d'État contre ce cadre constitutionnel et donc terminer l'accord et l'entente sur ce partenariat en essayant de choisir ces civils qui seront un peu plus gentils avec les militaires en ne s'adressant pas à la question de justice ou bien de leur intérêt économique aussi, si bien présenté par Nagy. Et donc, Burhan a tout à fait fini la transition telle qu'elle est entendue. Et maintenant, la population tout entière s'oppose à ce coup d'État. Mais comment compte-t-il s'en sortir quand on voit un peu la réaction de la communauté internationale, à l'exception peut-être de la Russie, Souleymane? Bien sûr, il y a un isolement international total. On l'a vu avec tous les pays et l'Union africaine, les Nations unies, refusant de reconnaître l'autorité de Burhan et de ce coup d'État. En même temps, tout le monde dans la communauté internationale reconnaît le Premier ministre Dr Abdallah Hamdok comme le chef reconnu et légitime du gouvernement du Soudan. La population totale est en train de boycotter aussi le coup d'État. Donc, isolement interne, isolement international. Et je me pose la question si Burhan a bien calculé son coût, parce que maintenant, il serait pratiquement très difficile de gérer le pays avec tout cette manque de légitimité, soit internationale ou domestique. D'accord. Alors, Roland Marchal, avant d'aborder cette question de la réforme de l'armée, sur cette réaction de la communauté internationale, vous pensez que les militaires pourraient reculer? Ça peut être compliqué, non? Alors, oui, en fait, disons que mon métier, c'est d'analyser le passé, c'est pas de faire des prévisions pour l'avenir, mais c'est vrai qu'on peut espérer que les militaires vont reculer. Je ne sais pas si c'est très réaliste, mais évidemment, il faut essayer d'explorer toutes les options qui évitent un bain de sang et qui évitent la simple restauration d'un régime militaire dans ce pays. Il est possible, il est effectivement, et c'est très surprenant, puisque le général Burhan n'a jamais été décrit pendant sa période de pouvoir comme un militaire impulsif, idéologue, dogmatique. C'est plutôt les descriptions qu'on avait de lui étaient plutôt de quelqu'un d'assez raisonnable, de travailleur, qui écoutait et qui savait évoluer dans ses opinions. Et donc, c'est vrai que là, il y a un mauvais calcul fait sur la position internationale qui est très étrange, d'autant que leurs alliés civils, en tous les cas jusqu'à l'aube du coup d'État, c'est-à-dire les leaders de deux mouvements darfouriens, étaient eux-mêmes très en contact avec des représentants de la communauté internationale et occidentale et savaient très bien que l'ampleur du soutien à Khartoum était fonction du fait que c'était une transition vers un régime civil démocratique qui s'inscrivait en faux par rapport à d'autres évolutions dans les pays du Sahel francophone, de la Guinée au Tchad et au Mali. Donc il y avait aussi ces considérations internationales qu'ils devaient mesurer l'importance. Alors ils sont allés contre ça, ce qui, si vous me permettez juste de terminer là-dessus, et peut-être c'est là aussi ça sera sans doute un débat d'historiens, pour dire que peut-être il y a toujours eu des discussions sur faire un coup d'État, mais peut-être les conditions dans lesquelles ce coup d'État très particulier du 25 octobre ont été faites, c'est plutôt une réaction, un coup de tête, je dirais, un emportement, beaucoup plus que quelque chose de très bien défini, parce qu'on pourrait se dire quand même, depuis lundi, il y avait le temps de mettre en place un gouvernement civil, il y avait le temps de faire beaucoup de choses. Or, rien de tout ça n'apparaît, y compris dans les alliés civils des militaires, enfin dans ceux qu'on qualifie d'alliés civils des militaires, on a vu des réactions qui sont quand même très timides, un pied
enfin, d'un côté, on soutient le coup, mais de l'autre côté, on demande la libération de toutes les personnes arrêtées. Donc, on voit qu'on est dans une ambiguïté totale. D'accord. Alors, Mohamed Nadji, vous pensez que le gouvernement qui sera mis en place par les militaires, même s'ils promettent d'inclure des civils, pourra tenir pendant 2 ans, surtout avec la pression de la rue et de la communauté internationale? Je ne crois pas que Al-Burhan, malheureusement, sera allé jusqu'à là parce que techniquement, il n'a pas les moyens. C'est-à-dire que si on regarde bien tout ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait en réalité, avant toute chose, affaiblir, c'est-à-dire recomposer l'échiquier politique, affaiblir les civils et les faire admettre d'accepter d'avoir de nouvelles composantes politiques qui lui est favorable au sein de gouvernement. Et donc, du coup, même s'il y a cette rotation de pouvoir, lui et ses alliés, ils feront une majorité qui leur permettrait de diriger et d'affaiblir l'opposition, affaiblir les forces civiles et politiques. Mais en réalité, tout ce qu'on voit maintenant, c'est lui qui va en sortir affaibli de cette crise et c'est vrai, il a très mal calculé. Je suis entièrement d'accord sur ça avec Marshall. C'est qu'il n'a pas du tout bien calculé toutes les conséquences de ce qu'il allait faire. Et malheureusement, il l'a fait d'autant plus qu'il y avait des émissaires étrangers, surtout Feldman, qui est venu des États-Unis, américain, et qui est venu donc pendant 2 jours en train de lui parler et chercher à expliquer et lui faire admettre des choses. Mais lui, il a tant insisté sur l'importance de recomposer le gouvernement et l'ouvrir pour intégrer de nouvelles forces politiques avec lesquelles il s'était déjà entendu. Et ça, malheureusement, c'est lui qui est bien maintenant. Absolument. Donc, je ne crois pas qu'il va pouvoir former un gouvernement. D'accord, on va suivre. En tout cas, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Ben Benoît Kabé est à Kinshasa. Il écrit que les militaires s'occupent de la protection du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens, que les communautés régionales et internationales sanctionnent les putschistes pour l'acte posé et la violation des droits humains. Et puis archiduc Théodore à N'Djamena nous dit « Le Soudan va très mal parce que l'armée a volé le fruit de la révolution du peuple qui a chassé l'ancien président Béchir, que l'armée s'occupe de la sécurité et laisse l'administration aux civils. » Voilà. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Le coup d'arrêt à la transition soudanaise est suivi avec intérêt dans les autres pays africains, notamment dans les pays voisins comme le Tchad. Ce pays est d'ailleurs dirigé par un gouvernement de transition composé de militaires et de civils depuis la mort d'Idriss Déby Itno en avril de cette année. Alors que pensent les Tchadiens de la situation au Soudan voisin ? Réponse de quelques-uns d'entre eux que Nesta Yamgoto a rencontrés dans les rues de N'Djamena. Première des choses que nous constatons au Soudan, c'était la population qui était sortie manifester pour prendre son pouvoir avec El Béchir. Maintenant, ces militaires sont venus
s'accaparer de ce pouvoir. Et aujourd'hui, on a dégagé le Premier ministre. Alors, c'est la même chose que nous sommes en train de voir ici. Ici, c'est toujours les militaires qui dirigent. Donc, partout en Afrique, nous pouvons dire qu'il n'y a rien qui ne marche. Si nous pouvons continuer avec ces militaires, il faut que les militaires comprennent que leur place, ce n'est pas là. Leur place, c'est dans les casernes. Ils sont là pour assurer l'intégrité du territoire et non pas pour diriger un pays. Ces pays-là, ou ce pays-là a trouvé que le fait que l'Union africaine a déjà accepté, a déjà validé en quelque sorte le coup d'État au Tchad, ils trouvent que c'est normal, même s'ils font un coup d'État, ben, les gens ils vont simplement crier, les gens ne feront simplement que condamner. Mais en réalité, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune force pour parvenir à les amener à revenir donc pour remettre le pouvoir entre les mains des civils. Le Soudan vient clairement donner tort à tous ceux-là qui ont pensé que oui, le Tchad pouvait copier le cas soudanais pour en faire sa politique. Nous disons que c'est faux. Nous avons besoin des civils qui puissent diriger le pays avec peut-être de vice-présidents militaires pour des questions sécuritaires, mais nous ne voulons pas faire du Tchad un camp militaire où tout doit se baser sur les questions sécuritaires et militaires. Nous n'en voulons pas et le Soudan l'a dit clairement, le Soudan nous donne raison aujourd'hui. Je pense que cette transition risque de mener vraiment le Soudan vers un véritable chaos. Voilà, donc quelques réactions à N'Djamena. Je rappelle nos invités dans le studio de Paris, Mohamed Nadji, rédacteur en chef de Soudan Tribune, toujours à Paris, mais via Skype, Roland Marshall, chercheur, spécialiste du Soudan et des conflits en Afrique, et à New York, Suleiman Baldo, conseiller principal à Saint-Tri, expert en résolution de conflits. Alors, Roland Marshall, pourquoi la région, notamment le Tchad, doit prêter attention à ce qui se passe au Soudan? Le Tchad est dans un moment politique très particulier, puisque depuis la mort d'Idriss Déby en avril, il y a une transition. Cette transition, disons, ne fonctionne pas très bien. Évidemment, il faut, disons, construire la possibilité de nouvelles élections. Il faut essayer de dialoguer avec des groupes armés rebelles. Il faut aussi s'entendre à l'intérieur de l'appareil militaire et sécuritaire sur le futur partage des dépouilles, du pouvoir, des recettes de l'État, etc. Donc et je dirais de l'État et aussi de la famille d'Idriss Déby lui-même. Donc le Tchad sait qu'il peut être déstabilisé en fait par des combattants issus de deux pays voisins, la Libye et le Soudan. Et c'est pour ça que les relations avec le Soudan sont regardées avec beaucoup d'attention. Et c'est vrai que, compte tenu de ce qui s'est passé au début des années 2000, le régime tchadien a entretenu de bonnes relations avec les militaires, et notamment avec le général Emeti, qui est le numéro 2 de pratiquement la junte. Mais encore une fois, on est dans une situation qui reste très fluide. Et personnellement, j'ai un peu l'impression que le coup d'État qui a commencé le 25 octobre n'est pas réellement terminé, n'est pas achevé, puisqu'il n'y a pas vraiment de pouvoir alternatif qui aujourd'hui apparaît sur la scène. Et également sur les conséquences régionales, on reste quand même, il faut rester un peu prudent parce qu'on ne voit pas très bien. Des éditorialistes ont mentionné le rôle de pays du Golfe et de l'Égypte. Évidemment, dans l'absolu, c'est tout à fait crédible, mais seulement dans l'absolu. C'est-à-dire que ce sont des suspects habituels. Il faut des preuves, et ce qu'on voit aujourd'hui reste quand même, nous invite à regarder très très précisément ce qui se passe, et peut-être pas à faire des affirmations trop fortes dans la mesure où les preuves sont très fragiles ou même n'existent pas à l'heure actuelle. D'accord. Alors Suleiman, vous avez beaucoup travaillé aussi sur des conflits touchant d'autres pays de la région. Pourquoi la stabilité du Soudan est importante pour toute cette région? Le Soudan a des frontières partagées avec 7 d'autres pays. Il a joué un rôle principal dans la médiation du Sud-Soudan.
il y a une intégration des populations de communautés frontalières entre le Soudan et le Tchad, entre le Soudan et la République centrafricaine. Et donc, une stabilité au Soudan peut encourager une telle direction aussi dans ces pays voisins qui sont tourmentés par des conflits internes et des guerres civiles, et ainsi de suite. Et déstabilisation au Soudan va avoir des répercussions dans les pays voisins aussi. On ne va pas avoir plusieurs pays dans la zone Afrique centrale, Corne d'Afrique, qui sont des États en faillite, parce que cela veut dire qu'il y aura des répercussions terribles pour les populations dans cette zone entière entre l'Afrique centrale et la Corne d'Afrique. D'accord. Et Mohamed Nadji, comment tout cela est suivi par, disons, la Ligue arabe et des pays comme l'Égypte, avec lequel le Soudan est impliqué dans le dossier du barrage éthiopien sur le Nil bleu? Oui, mais vous avez aussi oublié le Sud-Soudan qui est très concerné par tout ce qui se passe actuellement. Alors, si vous permettez, je vais commencer par ça parce que le président Salva Kiir vient d'envoyer son chef de renseignement à Khartoum, c'est Akol Kour qui vient d'arriver à Khartoum pour parler, mais il avait aussi parlé 2 fois avec Al-Burhan depuis lundi. Donc, pour le Soudanais, c'est doublement intéressant. C'est-à-dire, d'un côté, à vrai dire, ils sont très partagés parce que d'un côté, ça leur permet de calmer les ardeurs de la jeunesse sud-soudanaise qui voulait se manifester, reproduire l'exemple soudanais. Mais d'un autre côté, le président Salva Kiir, il reste le garant des accords de paix qui ont été signés au mois d'octobre l'année dernière. Et donc, parmi les gens qui sont arrêtés, il y a des chefs rebelles tels que Yasser Arman. Et donc, indépendamment du lien affectif qu'il a personnellement avec lui, avec ce chef, ancien chef rebelle, et là, il s'inquiète beaucoup que ça provoque d'autres réactions de la part de son mouvement. Donc, il reste très prudent et il veut avoir des garanties très vite pour que Al-Burhan respecte les accords de paix, mais aussi le processus, bien sûr, comme on appelle, de septembre, de août 2019. Donc, il est vraiment... Mais par rapport à la Ligue arabe, comme ça a été dit ici et là, au fait, vous avez vu quand même que le mardi soir, le secrétaire d'État aux États-Unis, il a donc s'était entretenu par téléphone avec son homologue saoudien et ils se sont mis d'accord pour condamner, n'est-ce pas, le coup de force à Khartoum. Et hier, même l'ambassadeur d'Arabie Saoudite était voir Al-Burhan. Et il lui a parlé de l'importance de revenir sur ces décisions et de rétablir le gouvernement de M. Hamdok et toutes les institutions de transition au Soudan. Donc, à vrai dire, il peut y avoir des souhaits, mais au niveau de la Ligue arabe et tout ce genre-là, ils sont très, très, très réticents par l'eau. Parce que si vous permettez juste un petit point, ce qu'Al-Burhan, dans tout ce qu'il propose... Oui, malheureusement, on me dit qu'on est à la fin nous n'avons plus de temps, malheureusement. C'est un sujet sur lequel nous allons certainement revenir. Je remercie énormément mes invités, mais également à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site VOA Afrique et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.